Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette capsule. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Emmanuelle Fournier-Chouinard, psychologue, intervenante et enseignante en médiation animale zoothérapie, consultante canine et superviseur professionnel, ici au Centre Humanimal. Alors, si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour vous parler de quelque chose qui a retenu mon attention dans les médias ce matin. C'est la publication de Dr. Mark Bekoff dans sa chronique Animal Emotions dans Psychology Today. Sa chronique du 2 décembre, en fait 2020, traitait d'un article qu'il a vu paraître sur les chiens de soutien émotionnel et son titre était, lui, est-ce que les chiens de soutien émotionnel sont toujours aidants, là, comme en toutes circonstances? Et là, le sous-titre, dans une enquête, 100% des personnes répondent oui. Est-ce qu'elles ont raison, ces personnes-là? Et bon, Marc, à travers l'article, va nous partager un peu cette étude où des gens, je pense que c'est 298 personnes là, qui vivent dans 9 pays différents, ont rempli un sondage en ligne pour savoir, un sondage de 46 questions, pour savoir si leur chien de soutien émotionnel était aidant dans leur vie, dans l'amélioration de leur qualité de vie. Et là, oui, de manière unanime. Alors, 100% des gens ont répondu que oui, ça avait des effets sur l'amélioration de leur qualité de vie en termes de réduction du stress, en termes de mieux pouvoir dormir, en termes d'ajouter un petit zeste là, à la vie, un petit quelque chose de plus en lien avec la motivation, plus de motivation, sentiment de compétence, tout ça. Donc, vraiment des perceptions de gens très positives, très favorables à l'égard de la présence de l'animal de soutien, le chien de soutien émotionnel. Pour Mark Bekoff, en bon scientifique, 100% des gens qui disent que oui, ça marche vraiment, ça peut retenir l'attention parce que dans les faits en science, on est plutôt habitué de voir des distributions normales à l'effet que peut-être pas 100%, mais il y a des gens pour qui ça fonctionne, d'autres un peu moins, d'autres vraiment plus, d'autres pas du tout, tout ça. Donc ça retient son attention, il se questionne un peu là-dessus, il voit que ça corrobore d'autres genres d'enquêtes, là, sondages du même genre. Ça arrive aussi dans un temps assez fort à propos. Ce type de résultat peut être assez comme excitant parce qu'on est en contexte de pandémie, de COVID. Il y a 50% des Américains qui déclarent avoir des défis en termes de santé mentale associés à la gestion de au fait de vivre en contexte de pandémie. Donc, partant, c'est sûr que le fait de penser qu'un chien de soutien émotionnel pourrait nous soutenir là, émotionnellement dans ce contexte-là, eh bien, c'est très appelant, c'est très attirant. Et je crois que par-delà le chien de soutien émotionnel, mais peut-être la fonction de soutien émotionnel de nos compagnons, ben il y a un fort attrait. On l'a vu ça, nous, dans les médias aussi. Les animaleries se vident, les refuges se vident, les éleveurs sont sollicités de tous bords, de tous côtés, Kijiji se vide, les coûts d'adoption deviennent inabordables, ou je devrais dire les coûts d'achat, parce que c'est souvent lors de la tractation de vente, l'aspect marchandisation de ces êtres vivants-là, que les coûts explosent, tout ça. Alors, il y a vraiment un phénomène, un engouement qui est en train de se vivre. Eh bien, c'est sûr que dans un contexte comme ça, on pourrait être très, très attiré et appelé par des résultats de genre. Par contre, Mark Bekoff, lui, nous met en garde, même si ces résultats-là, tu sais, la méthode était bien faite, tout ça de l'étude, c'est pas tant ça le point, mais est-ce que les animaux de compagnie sont une panacée? Est-ce que c'est la solution miracle à nos maux de ce siècle? Peut-être que oui, peut-être que non. En fait, probablement, peut-être que non. Ce que la littérature nous démontre et que Mark Bekoff rapporte, il y a des études qui vont nous dire que finalement, les perceptions que l'on a puis les mesures objectives des phénomènes,
parfois sont deux choses distinctes. Par exemple, on peut percevoir que l'animal va rompre l'isolement, faire qu'on va se sentir moins esselé, tout ça. En fait, les études révèlent que les gens qui vivent avec un animal ne sont pas, ne codent pas moins aux mesures d'isolement, de solitude et ce genre de choses. Donc, là, on a comme quelque chose qui vient nuancer. On pourrait avoir cette idée que l'animal de compagnie va réduire là, nécessairement nos symptômes dépressifs. Or, on s'aperçoit qu'il y a pas moins de dépressifs chez les gens qui vivent avec un animal de compagnie. Donc, ça vient vraiment nuancer les résultats. Moi, j'ai envie d'amener l'idée aussi que ça nuance en fonction des représentations que l'on a de l'effet de l'animal et de ce que l'animal fait dans le réel. Il peut y avoir des différences. Et pour moi qui suis psychologue, ce monde-là des représentations, de tout le vécu subjectif de la personne, il n'est pas du tout moins important que le monde réel. Dans le sens où on vit quelque part d'abord et avant tout dans notre propre subjectivité, dans la façon dont on se représente le monde. Donc, il y a des effets là, qui sont intéressants et des études qui nous disent que la perception des gens est une perception très positive, très favorable, peuvent être fort intéressantes en soi. Ça ouvre sur tout le champ notamment des effets placebo. Ça a été longtemps perçu comme péjoratif, comme si, vu que c'est placebo, ça n'existe pas, puis c'est même pas vrai, c'est dans ta tête. Mais quand on s'intéresse à ce champ-là, c'est vraiment très, très intéressant parce que on découvre la puissance de la croyance chez l'être humain et comment le fait de croire très fort à quelque chose peut devenir un levier important, probablement pour activer des mécanismes de guérison à l'intérieur de nous. Bref, l'idée n'est pas de diminuer, dire « Ah, c'est juste les perceptions des gens, puis c'est pas la vraie vérité », tu sais. Non, parce que il y a cette vérité subjective qui est la nôtre et elle a des effets dans le réel, cette vérité-là. Donc, on ne minimise pas ça, mais on interroge. On interroge le bon pour tout le monde en tout temps, avec tous les chiens, mettons. T'sais. C'est plus ça que Marc Bekoff va venir interroger et nuancer. Donc, pour lui, il en vient à cette idée que, en fait, on devrait plutôt conclure que certaines personnes avec certains chiens dans certains contextes vivront des bénéfices importants, alors que d'autres moins. D'autres vont pouvoir vivre aussi des effets indésirables dans un contexte de stress, quand mon idéalisation de cet animal qui va m'aimer entièrement et qui va faire que je vais être beaucoup moins stressée, beaucoup moins seule, puis que dans les faits, ben, c'est pas tout à fait ça, puis cet animal-là s'agite danse à mes propres charges non régulées et finalement devient un petit anxieux à mes côtés de plus, puis qu'il y a des effets d'égoïsation qui embarquent tout ça, à ce moment-là, on peut comme venir vraiment nuancer le propos. C'est pas dit que ça va le faire pour tous. Et là où je suis tout à fait réjouie d'entendre Marc Bekoff, comme je l'ai souvent lu d'ailleurs, c'est dans sa sensibilité à ce que moi j'appelle toute l'éthique dans la relation à l'animal et toute l'éthique du consentement et de la réciprocité. Donc, Marc Bekoff est connu pour être quelqu'un qui est beaucoup sensible à ce domaine-là. Et il nous rappelle, comme j'ai l'impression de le faire régulièrement à travers ma pratique dans le modèle humain-animal, puis si vous m'avez déjà entendu parler, ça fait partie de mon discours habituel, des éléments de discours habituels. Il nous rappelle que c'est probablement, lorsque c'est fondé, cette relation-là, sur une réciprocité dans les bénéfices. Hein? C'est pas un sens unique, c'est pas toi, je t'enrôle, je te demande pas ton avis tant que ça, puis je t'enrôle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et là, je vais caricaturer, pour agir comme espèce d'éponge affective à mes défis internes et que je me déverse sur toi ou que je prends appui trop fort sur toi sans que toi, tu y gagnes autre chose que quoi? Un toit sur ta tête et des croquettes. Je veux dire, peut-être que dans un type d'engagement comme celui-là, il y a quelque chose de déséquilibré. Je le mets en mode caricatural, mais en même temps, ça peut ressembler
à certaines situations, malheureusement. Donc, il y a toute une réflexion à avoir de ce côté-là. Qu'est-ce qu'ils y gagnent, eux? Et comment moi, je vais m'adapter dans le modèle humain-animal? Comment moi, je vais me caniniser? Comment je vais rendre, plutôt que de juste demander au chien, par exemple, de s'humaniser, comment je vais rendre mon mode de vie, mon domicile inclusif pour cet autre-là d'une autre espèce, cette personne canine à part entière avec des droits, des désirs, des objections, des revendications, des traits de personnalité, alouette. Et si on arrive à faire ça dans quelque chose qui est plus réciproque, eh bien, il y a fort à parier que de cette rencontre interespèce, on puisera des bénéfices. Et ces bénéfices-là ne sont pas juste dans une espèce d'idéalisation, d'amour inconditionnel et de soutien absolu, mais dans quelque chose de plus ancré, mais ô combien riche dans ce que l'on peut partager avec une personne canine, par exemple, lorsque on va à sa rencontre pour vrai et qu'elle accepte de venir à notre rencontre pour vrai. Donc, dans ce sens-là, encore une fois, je me réjouis de lire Marc Bekoff et je vous invite à le faire. Ceux qui ont la chance de parler anglais, n'hésitez pas à aller lire le petit billet, je vous mettrai la référence, très intéressant. Et puis, poursuivons ensemble nos réflexions sur tout ce qui peut y avoir effectivement de riche, mais aussi d'ardu dans la rencontre à l'autre d'une autre espèce et tout ce qui peut se passer de fabuleux, mais pas juste dans le côté lumineux, dans le côté obscur aussi de tout cette rencontre à l'autre, dans sa différence, dans son étrangeté parfois, dans tout ça, un peu les fruits de ce que l'on peut vivre lorsqu'on met nos pas dans l'empreinte de leurs pattes. Bye bye tout le monde.